Bien, mes chers collègues, bonjour à tous. Après avoir, il y a quelques semaines, auditionné notre collègue et amie Marie-Agnès Poussier-Winsbach sur la proposition de loi concernant les secrétaires de mairie, où nous avions commencé à aborder les sujets de la fonction publique territoriale, de ses difficultés de recrutement, de ses singularités, dont la moindre n'est pas sa dépendance à l'égard de la législation nationale. Ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'une discussion avec notre intervenant d'aujourd'hui. Nous continuons sur cette lancée avec aujourd'hui M. François Deluga, qui est président du CNFPT, et avant de la semaine prochaine, une audition avec la Fédération des centres de gestion. Monsieur le Président, je voulais vous remercier d'abord de vous être rendu disponible pour parler aujourd'hui au nom du Centre national de la fonction publique territoriale, que vous connaissez bien, puisque vous n'en êtes pas à votre première année de présidence, et vous connaissez aussi bien cette maison, puisque vous y avez siégé pendant 8 années et demie, je crois, sous des mandatures différentes, d'ailleurs à la fois dans la majorité et dans l'opposition. Donc vous connaissez assez bien les difficultés de l'un et l'autre exercice. Le CNFPT, vous le savez tous, chers collègues, est un partenaire majeur des collectivités territoriales puisqu'il les accompagne pour le déploiement de leur politique de ressources humaines. Il est déconcentré, il est donc largement présent sur le territoire avec plus d'une centaine d'implantations. Il a formé en 2022 près de 900 000 fonctionnaires territoriaux, ce qui correspond à un retour au niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. L'offre de formation qui est proposée par le CNFPT couvre près de 250 métiers, c'est-à-dire la quasi-totalité des métiers de la fonction publique territoriale. Et le CNFPT dispense des formations qui sont à la fois des formations initiales obligatoires en début de carrière ou des formations qui sont nécessaires pour pouvoir exercer des professions réglementées, telles que celle de policier municipal. Nous avons eu il y a quelques semaines déjà un rapport d'une mission d'information sur les polices municipales. J'imagine que vous aviez à l'époque échangé beaucoup avec nos collègues Vincent Day et Royer-Perrault, ou sur d'autres formations, je pense notamment aux sapeurs-pompiers professionnels, mais vous dispensez aussi des formations spécialisées, notamment les formations de préparation aux différents concours de la fonction publique territoriale et aux examens professionnels. Le CNFPT, c'est, Monsieur le Président, l'accompagnateur privilégié des collectivités pour le recrutement et la formation de leurs agents. Et donc, vos réflexions alimenteront nécessairement de façon utile nos réflexions sur la situation actuelle de la fonction publique territoriale, à la fois ces difficultés dans l'attractivité qui peuvent être plus ou moins marquées selon les métiers, selon les territoires du reste, les particularités effectivement du fonctionnement d'une catégorie de métiers qui dépend fonctionnellement d'employeurs territoriaux et sur le plan législatif de législateurs nationaux, ce qui est un peu une singularité dans le paysage européen des États décentralisés. Et puis nous serons heureux, Monsieur le Président, de vous entendre sur le projet 2022-2027 du CNFPT, puisque vous venez d'élaborer et de voter il y a quelques mois votre projet d'établissement pour les 5 prochaines années qui vise à accompagner les collectivités dans les réponses qu'elles apportent aux grands enjeux publics locaux en offrant des formations de qualité aux agents et aux futurs agents de la fonction publique territoriale. À cet égard, j'imagine que beaucoup de collègues vous interrogeront sur la manière dont, dans les formations que vous dispensez, dans la manière dont vous fonctionnez aussi, vous tenez compte de certains des impératifs de notre époque et en particulier de l'urgence de la transition écologique, de la manière dont les agents peuvent y contribuer, mais aussi de la manière dont le CNFPT, en tant qu'institution dans son fonctionnement, concourt à la poursuite de ces objectifs de politique publique. Nous serons aussi, j'en ai déjà dit un mot, en attente d'un développement de votre part, que ce soit dans votre propos liminaire ou dans les questions, sur le sujet de l'attractivité. On a eu l'occasion, je le disais, de parler des secrétaires de mairie pour lesquels on a une vacance qui est particulièrement creusée, probablement un des métiers les plus en tension de la fonction publique territoriale. Donc ça concerne les collectivités les plus petites, celles qui ont le moins également d'ingénierie, celles qui s'en remettent le plus à vous spontanément. Cette carence se constate également sur les policiers municipaux, mais sur bien d'autres métiers. Nous vous interrogerons également, nous serons heureux de vous entendre sur les difficultés de financement de l'apprentissage, mais aussi sur sa pratique dans la fonction publique territoriale. On sait qu'il y a quelques années, elle était très marginale.
On sait aussi que certaines collectivités, de façon un peu pilote, se sont engagées fortement sur ce chantier. On sait que le nombre de contrats d'apprentissage avait plutôt tendance à croître, alors dans des proportions moins spectaculaires que dans d'autres activités. Quand on voit 10 000 en 2021 et 12 700 en 2022, on se dit que c'est une belle croissance, mais que l'objectif de 18 000 apprentis que vous aviez, je crois, pour cette année, était peut-être encore loin l'année dernière. Vous aurez l'occasion de revenir sur ce sujet et sur ce manque de financement de près de 80 millions d'euros que vous avez évoqué encore récemment dans la presse. Et puis, nous vous attendrons sur les propositions que vous aurez à formuler sur la réforme d'une école emblématique de la fonction publique territoriale, qui est celle de l'INET, qui, dans le paysage global de redistribution des formations et de réorganisation des formations supérieures des cadres de l'État et des collectivités territoriales, doit évidemment se repenser profondément. Sans plus attendre, Monsieur le Président, et après avoir posé ces jalons qui sont déjà, vous le reconnaîtrez, assez solides, je vous donne tout de suite la parole pour un échange liminaire d'une peut-être une quinzaine de minutes, et ensuite les différents collègues présents auront l'occasion de vous poser des questions, évidemment, s'ils le souhaitent. Je vous donne la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Merci de votre accueil. Vous excuserez ma voix, mais il faisait beaucoup plus chaud sur le bassin d'Arcachon lorsque je suis venu hier, et j'ai un peu attrapé froid hier soir. Moi, j'ai pas prévu d'intervention particulière, mais en reprenant tout ce que vous venez de dire, et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'il est rare dans les interventions préliminaires de mes auditions qu'on aborde avec autant de connaissances les sujets du CNFPT, puisque malheureusement, il n'est pas toujours connu à la hauteur de l'enjeu qui est le sien. Donc, le CNFPT, vous l'avez dit, c'est un établissement public national des collectivités locales, ce qui en fait un objet un peu particulier. C'est un établissement qui est sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, nous avons des délégations dans toutes les régions, y compris ultramarines, et des antennes dans tous les départements. C'est une des déclinaisons du projet d'établissement, c'est-à-dire la territorialisation de toutes nos actions, rapprocher les lieux de formation des agents et non pas déplacer les agents vers des lieux centraux de formation. Donc on est dans le déploiement de cette territorialisation. Et on continuera dans les années qui viennent à aller en ce sens-là. Mais ce qui est surtout important de voir, c'est que c'est l'opérateur unique des collectivités territoriales, donc communes, interco, départements, régions, pour la formation de leurs agents. Et ce qui nous permet d'avoir des effets de masse, des effets de volume extrêmement compétitifs. Et vous avez indiqué que nous étions revenus en 2022 au niveau d'avant le Covid, c'est-à-dire au niveau de 2019. Donc en 2019, nous étions à 1 million, nous étions à 900 et quelques. Et là, je peux vous dire que la projection à fin 2023 est une projection à 1 200 000 fonctionnaires territoriaux qui seront venus au CNFPT pour être formés. Sur 1 900 000, c'est-à-dire 60 et quelques % seront venus chez nous. Donc c'est la plus grosse structure de formation professionnelle de notre pays, en réalité. 1 200 000 stagiaires, c'est considérable. Et c'est aujourd'hui extrêmement territorialisé. Donc nous avons réussi non seulement à revenir à avant 2019, mais à le dépasser aujourd'hui. Et ça, c'était pour nous un objectif. C'était aussi un objectif du projet d'établissement. Alors ensuite, il y a toute une série de sujets sur lesquels on va, je pense, intervenir ensuite, qu'il s'agisse de la police municipale, des pompiers, du projet d'établissement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le CNFPT, depuis une quinzaine d'années, je me permets de dire ça parce que ça fait 15 ans que je suis président, donc depuis une quinzaine d'années, a totalement changé et s'est adapté en permanence, à la fois sous la contrainte des évolutions législatives et réglementaires, mais aussi sous la contrainte de la réalité des demandes des collectivités. Vous parliez des secrétaires de mairie. 30% des secrétaires de mairie vont partir en retraite dans les 7 à 8 ans qui viennent. Or, les secrétaires de mairie, ce sont les secrétaires de 30 000 communes sur les 35 000 que nous avons. C'est-à-dire que c'est considérable.
sans secrétaire de mairie, 30 000 de nos communes seront en grande difficulté. Elles le sont pour certaines déjà, puisqu'il y a un déficit d'à peu près 600 postes non pourvus à ce jour. Donc c'est considérable. Donc nous avons pris ce sujet à bras-le-corps avec les associations d'élus, puisque je rappelle que le CNFPT a un conseil d'administration paritaire. Nous avons les syndicats qui sont représentés et nous avons les collectivités. Donc nous avons en fait les représentants des communes via l'AMF, les représentants des départements via le département de France, etc., etc. Donc nous avons au sein du Conseil la représentation de tous les employeurs publics, ce qui est extrêmement important pour nous parce que ça nous permet d'avoir un dialogue permanent avec les employeurs publics, en particulier autour de la coordination des employeurs territoriaux qui s'est mis en place il y a à peu près 4-5 ans maintenant. Et donc le CNFPT en permanence est dans un aller-retour avec les employeurs publics et avec les associations de ces collectivités pour adapter son modèle en permanence à la demande. Et donc ça, c'est une évolution considérable qui a fait que l'établissement se rapproche, alors c'est jamais parfait, hein, je ne dis pas que nous avons tout réussi, se rapproche de plus en plus des demandes des collectivités et est de plus en plus réactif aux problématiques qui nous remontent via la coordination des employeurs territoriaux. Et en même temps, la coordination porte souvent notre voix. Ça a été le cas sur l'apprentissage, c'est le cas sur la police municipale, bref, sur toute une série de sujets. Et pour les secrétaires de mairie, c'est avec l'AMF et avec la Fédération nationale des centres de gestion que nous avons travaillé pour développer à la fois une offre de formation, mais aussi pour se projeter pour l'avenir. Et donc, sur ce sujet-là, par exemple, nous sommes plus qu'un organisme de formation. Nous sommes aussi ceux qui portons la voix à la fois des agents et à la fois des élus sur cette thématique-là. Alors, nous avons une offre sur les secrétaires de mairie, mais il faut dire les choses comme elles sont. Il y a 30 000 secrétaires de mairie et nous en avons 5 à 600 qui viennent en formation par an. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne peuvent pas venir. L'offre de formation existe, elle a été élaborée avec eux, elle correspond à ceux dont ils ont besoin, mais quand vous avez un ou une secrétaire de mairie, elle ne peut pas venir. Donc c'est face à cette situation que l'AMF a élaboré ces 26 propositions pour les secrétaires de mairie, dont une grande partie a été reprise dans les 2 propositions de loi et dans celle qui est en débat entre le CEBA. Enfin, je crois que la commission mixte est là dans 10 jours ou quelque chose comme ça pour arriver à trouver un accord sur les 2 sujets. Donc là, nous sommes, au-delà du volet formation, un des acteurs qui peut porter des thématiques nationales, et on l'a fait sur les secrétaires de mairie, parce que nous avons une demande extrêmement forte localement sur cette problématique-là. On a depuis 5 ans mis en place sur les secrétaires de mairie, j'avance sur le sujet hein, puisque c'est celui que vous avez évoqué, on a mis en place depuis 5 ans des conventions centres de gestion, CNFPT, Pôle emploi, parfois avec des conseils régionaux, et nous formons des secrétaires de mairie qui sont des demandeurs d'emploi qui veulent devenir secrétaires de mairie, pour essayer de développer. Alors pourquoi j'explique qu'on a fait une convention? Parce que le CNFPT ne peut intervenir en formation que sur les agents publics. Alors, je ne dis pas fonctionnaires territoriaux, parce que les agents publics, c'est à la fois des contractuels de droit public et des fonctionnaires. Donc, nous ne pouvons intervenir, puisque c'est une cotisation sur la masse salariale qui nous finance, que sur cela. Donc, dès que nous allons sur les demandeurs d'emploi, il faut trouver des financements croisés. Nous sommes opérateurs, mais nous avons des financements qui arrivent pour l'emploi, etc. Et la FNCDG, fédération qui est présidée par Michel Hiriart, participe beaucoup sur le territoire à cette collaboration-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est lancé, qui se développe, mais qui est confronté là aussi à un problème d'attractivité, hein, puisque il va falloir trouver 7 à 8 à 10 000 nouveaux secrétaires de mairie dans les 7 à 8 ans qui viennent, et actuellement on doit en former 600 ou 700 nouveaux par an. Et encore, c'est les chiffres de l'année dernière, avant c'était beaucoup plus faible. Donc c'est un sujet majeur. Et le texte que vous êtes en train d'examiner, enfin que vous avez examiné et qui va passer en commission mixte, est extrêmement important pour nous. Alors c'est vrai qu'il ne regroupe pas toutes les propositions qui avaient été faites, mais peu importe, c'est une avancée tout à fait considérable, parce que pour les secrétaires de mairie, nous avons 2 problématiques. Nous avons une problématique financière ou de carrière, et une problématique de reconnaissance.
D'où la demande forte des associations d'élus, et alors que ce soit aussi les élus ruraux, je ne les ai pas cités, mais on a travaillé aussi avec eux, bien sûr, puisqu'on a une convention avec eux, une demande forte de reconnaissance au travers du titre, et puis au travers du fait qu'un secrétaire de mairie, même si aujourd'hui il y en a une majorité, plus de 50% sont des catégories C, plus de 50%, eh bien, il faut absolument qu'on puisse faire progresser vers les B et vers les A ces secrétaires de mairie. Et c'est un élément d'attractivité, étant donné la mission, la charge de travail d'un ou d'une secrétaire de mairie. Je fais exprès de dire un ou une, mais en réalité, c'est à 90% une. Il faut absolument qu'ils aient aussi cette progression au travers, mais je sais que c'est pris en compte dans le texte, même s'il y a des points de discussion là-dessus entre le Sénat et l'Assemblée. Et donc, pour nous, les secrétaires de mairie, c'est un des sujets essentiels de la territoriale aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un sujet essentiel parce que ce sont 30 000 communes qui sont concernées. Et donc, c'est quand même le maillage de notre territoire. C'est ça qui fait le lien social, c'est ça qui fait le vivre ensemble, c'est ça qui fait la capacité du service public sur le terrain. Et donc, on doit en faire un sujet prioritaire. Et je crois que c'est tout ce qu'on est en train de faire. Et c'est une bonne chose. Personnellement, pour avoir été, puisque vous l'avez cité, parlementaire d'une région qui était à la fois touristique, bassin d'Arcachon, et extrêmement rurale, avec des communes de 50, 200 ou de 200 habitants, je pense qu'il faut absolument valoriser, ne serait-ce que par le titre, très rapidement. Je sais que ce n'est pas la position qui a été prise à l'Assemblée lors des discussions, mais par la rapporteure que j'ai vue la semaine dernière. Mais je pense que c'est un sujet majeur parce que tout ce que vous avez prévu sur le passage des C en B, sur les recrutements, etc., va prendre un certain temps. Il faut tout de suite qu'il y ait un marqueur sur le nom, secrétaire général de mairie, puisque c'est ce qui, semble-t-il, fait consensus, le plus rapidement possible. Parce que le reste va mettre du temps. Donc il faut tout de suite. Et puis bien sûr, il y a le problème des grilles indiciaires, mais ça, j'y reviendrai de manière générale sur l'attractivité. Voilà, donc sur les secrétaires de mairie, c'est un sujet pour nous majeur et on est totalement impliqué dedans. Et pour tout vous dire, puisque dans le projet de texte, il y a des formations obligatoires et formations qualifiantes, nous avons travaillé d'ores et déjà, avant même que le texte soit abouti au CNFPT, pour l'organisation et les contenus. Et donc, au premier trimestre 2024, nous sommes prêts à mettre en œuvre les formations obligatoires que vous avez prévues d'intégration et tout le cursus, y compris, nous l'espérons, puisque la procédure est en cours, l'inscription au RNCP, de façon à ce que ce soit qualifiant et validé. Voilà. Donc là, nous, on est prêts. Donc on n'attend plus que le déclenchement. Ça, c'est sur les secrétaires de mairie. Sur le projet de l'établissement, qui est quand même l'architecture générale de ce que nous faisons. Depuis que je suis président, à chaque mandature, j'ai fait voter un projet. Le premier que j'ai fait voter, c'était remettre de l'ordre suite au rapport de la Cour des comptes. Bon, donc celui-là était surtout un projet d'organisation, de régularisation, de mise en œuvre. Le deuxième était plus ambitieux, c'était vraiment s'adapter à l'évolution de la territoriale et de la gestion des collectivités. Et le troisième, un moment où le CNFPT est plutôt apaisé, réorganisé, fonctionne bien, et à cette montée en puissance, puisque en 2009, nous avions 600 000 stagiaires, nous en avons 1,2 million. Donc c'est un double. Or, la fonction publique n'a pas doublé, que je sache, territoriale. Donc ça veut dire qu'il y a eu vraiment un décollage très fort de l'activité. Et aussi, on a bouché les trous qu'il y avait dans la raquette, hein, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Sur les 250 métiers, certains étaient mal représentés, ou les formations ne correspondaient pas à la demande réelle, ou elles étaient trop éloignées, donc les catégories C n'y allaient pas, par exemple, hein, parce que la territorialisation, c'est aussi pour répondre à la demande des 76% de catégorie C, la fonction publique territoriale, qui ne font pas plus de 20-30 km pour aller à un lieu de formation. Donc on a complètement changé notre logiciel par rapport à ça. Le projet d'établissement actuel que nous avons voté, c'est un projet qui s'appelle un projet pour faire du CNFPT la maison des territoriaux. Ça veut dire que c'est un projet qui veut s'ouvrir
sur la totalité de ce qu'est la territoriale et qui fait que nous avons donc une centaine d'implantations, 175 000 m² de bâtiments où nous faisons des formations. Nous voulons les ouvrir à tous les partenaires de la territoriale, c'est-à-dire aussi bien aux associations, aux organisations syndicales qu'aux élus et aux collectivités, puisque nous avons des lieux avec de la matière, de la connaissance, des centres de ressources. Donc c'est vraiment l'idée que le CNFPT, c'est la structure de formation de la totalité des collectivités, mais c'est aussi un lieu, c'est aussi un média, puisque nous parlons à 1 900 000 fonctionnaires territoriaux, quotidiennement. Que nous parlons à toutes les collectivités, aux 40 000 employeurs publics, puisque c'est le chiffre au total si on prend les syndicats et tout le reste. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est-à-dire que le CNFPT soit vraiment l'expression, parce qu'il est dans son conseil d'administration, les agents sont représentés, les élus sont représentés, qu'il soit l'expression de ces territoires. Ensuite, c'est l'adaptation permanente à la situation. Nous sommes dans une période où il n'y a pas un sujet qui ne soit en transition. Moi qui commence à être un vieil élu, c'est un sujet, voilà, quel que soit le sujet, nous sommes en transition. Alors, messieurs, la transition écologique, j'y reviendrai, puisque nous avons fait un gros travail avec 10 engagements du CNFPT là-dessus. Mais il y a toutes les évolutions de carrière, il y a la problématique des changements de métier, de l'usure professionnelle, des RSP. Enfin, tous ces sujets-là sont des sujets qu'on a intégrés dans ce projet, qu'on a pris à bras-le-corps et où on décide aujourd'hui d'en faire les éléments majeurs de notre activité. Il y a toutes les grandes causes, le handicap, l'égalité femmes-hommes, les luttes contre les discriminations. Tout ceci, nous en faisons des sujets majeurs de notre action avec l'intégration de toutes ces thématiques dans toutes nos formations. Et si je fais un focus sur la transition écologique, nous avons fait un grand colloque à l'automne dernier sur ce sujet-là. Nous avons donc pris 10 engagements. Je vous laisserai les éléments et puis je peux vous en envoyer. Et l'idée, c'est que même les collectivités aujourd'hui qui en font le plus n'en font pas assez. Non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'on a une marche à franchir et elles n'en sont pas responsables. On a une marche à franchir qui est telle qu'il faut vraiment en faire la priorité des priorités. Et nous intégrons donc dans toutes nos formations, dans tous les métiers, cette problématique-là. C'est-à-dire que dans mon métier, quel qu'il soit, en quoi je peux faire bouger mes pratiques pour mettre en œuvre une transition écologique, et au niveau du management en particulier. Et donc c'était tout le thème de notre colloque, c'est comment le management peut être un élément moteur. On voit bien que les managers sont très désemparés aujourd'hui sur la façon d'aborder ce sujet-là. Comment on peut faire évoluer ces pratiques, comment on peut associer, comment on peut faire passer les messages. Donc on a monté tout un cycle de formation sur le changement, sur le management du changement, qui est fait par l'INET, il reviendra peut-être après, et qui est en train de se développer. Et on est en train, peu à peu, sur la totalité des contenus de formation, d'intégrer cette dimension-là. Avec, pour certains, des choses qui vont très loin. Bon, c'est évident que sur les services techniques, c'est plus facile. On voit bien où on peut aller. Sur d'autres services, c'est pas forcément plus difficile à faire, mais plus difficile à intégrer. Sur les finances, sur toute une série de compétences. Bien sûr que sur la restauration scolaire, on voit bien ce qu'il faut faire. Mais il y a aussi, dans un certain nombre de services, des choses qui avancent moins. Donc, pour nous, c'est une priorité absolue. Et d'ailleurs, on fera au deuxième semestre 2024 un autre grand colloque pour faire un peu le bilan de ce qu'on a lancé en 2022 et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment on accélère, comment on fait évoluer les choses. Donc ça, c'est sur la transition écologique. Mais il y a aussi toute une série de sujets, je pense, en particulier aux transitions professionnelles, qui sont un des grands sujets de notre projet d'établissement, puisque les transitions professionnelles, c'est aujourd'hui un sujet majeur. On voit bien qu'il y a une usure, et l'allongement, les collectivités l'avaient exprimé au moment du débat sur les retraites, l'allongement de la durée n'est pas sans poser beaucoup de problèmes aux collectivités territoriales, alors moins aux départements, aux régions aussi, mais aux communes beaucoup, puisqu'on a
75, 76 pour être précis, % de catégorie C, qui, pour une part, en fin de carrière, étaient déjà assez fatigués, usés, voire physiquement, avec une difficulté d'assumer leur mission. On rajoute 2 ans, donc il y a une vraie problématique. Moi, dans ma collectivité, il y a des ATSEM qui sont là une semaine sur 3. Parce qu'elles ne sont plus en capacité de le faire. Et donc, l'idée qui est portée par beaucoup d'élus, beaucoup d'associations, par le CNFPT, par la FNCDG, c'est de dire, et c'est en train d'être mis en place, plutôt que de... Alors, on a un stock et un flux, excusez-moi, encore une fois, c'est toujours des mots désagréables, mais on a un stock, donc là, c'est un peu compliqué à gérer, mais on a un flux, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'alimenter le stock. Et donc, l'idée qu'il puisse y avoir toute une procédure, un process de transition professionnelle à mi-carrière avant que ces sujets de troubles musculo-squelettiques ou d'usure au travail, parce que quand on est dans un service social, on n'a pas forcément de troubles musculo-squelettiques, mais on a une usure de la difficulté de ce qu'on reçoit quand on est en première ligne et qu'on reçoit les gens qui fait qu'on peut avoir envie de changer. Donc pour nous, c'est un sujet majeur. Il y a des procédures qui existent. Aujourd'hui pas assez financées, pour dire les choses comme elles sont. Et donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus pour accompagner les collectivités dans ces transitions. On avait même fait des expérimentations, on a même fait un rapport, un des administrateurs avait fait un rapport là-dessus il y a 4-5 ans, et on est en train de développer ça. Et puis, il y a les cadres, l'INET, et là, c'est pareil, nous avons décliné au niveau de l'INET le projet d'établissement, mais avec les spécificités de l'INET. Puisque je rappelle, l'INET n'est pas une école avec un statut particulier et à part, c'est un service du CNFPT, mais bien sûr qui s'appelle Institut, parce qu'en termes d'image, d'extérieur, de représentation, c'est comme ça qu'il faut le porter, y compris en termes d'attractivité. Donc, on a fait un travail sur le projet de l'INET assez remarquable. C'est rare que je dise des trucs aussi emphatiques, mais parce que nous avons, et c'est la première fois, nous ne l'avions pas fait précédemment, nous avons consulté 500 structures ou personnes. C'est-à-dire qu'on a consulté, bien sûr, les syndicats, bien sûr, les associations d'élus, mais aussi toutes les associations professionnelles, un certain nombre d'experts. On a fait des auditions pendant 6 mois, de façon à voir un petit peu quelle était l'analyse qu'ils faisaient de l'INET, au-delà de notre propre analyse, et puis quelles étaient leurs propositions. Et contrairement à l'habitude, on a fait une synthèse qui n'est pas à minima, mais qui reprend énormément de choses qui ont été proposées dans ce cadre-là, avec une série de constats. Nous avons, en termes d'égalité femmes-hommes, plutôt de bons résultats, puisque en gros on est à 50-50, donc c'est plutôt bien. En revanche, sur ce qui est concours externe, nous avons aucune diversité de recrutement. Et ça, c'est un problème. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti. C'est-à-dire que quand on prend les concours pro, les ingénieurs, les administrateurs, etc., ils sont issus de tous les territoires, ils sont issus de toutes les origines, ils sont issus de tous les métiers. Et là, on a une vraie diversité de nos élèves et de ceux qui sortent à la fin. En revanche, quand on est sur le concours externe, là, on a la même représentation qu'à l'EXENA, à l'INSP, c'est-à-dire qu'on a 80% Sciences Po, dont 70% Sciences Po Paris. Voilà. Donc, un des objectifs pour nous, c'est de travailler, alors je ne dis pas qu'on a la solution, mais c'est de travailler sur la diversité, sur les recrutements de l'INET, de façon à ce que les cadres territoriaux soient à l'image de notre pays, dans toute sa diversité, qu'elle soit géographique ou autre. Donc ça, c'est un des sujets majeurs. Ensuite, c'est effectivement le management coopératif, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on est dans une collectivité, on n'est pas en compétition avec les autres services, on est dans une coopération pour produire, pour mettre en œuvre le projet politique de ces élus. Et donc, il faut que cette culture-là existe, d'où les formations mixtes, c'est-à-dire que nous mélangeons un ingénieur en chef avec un administrateur ou avec un conservateur du patrimoine, qui sera peut-être un jour le chef du service culturel de la ville, et qui aura un directeur des services techniques, voilà, de façon à ce qu'ils aient l'habitude de travailler ensemble. Et puis, on peut continuer comme ça sur toute une série de sujets. Je garde la police et les pompiers pour les questions, parce que sinon je vais être trop long. Je sens que j'ai déjà un peu été. Et puis, bon, voilà, je peux répondre au fil des questions, au sujet que vous souhaitez aborder. Oui, pareil, apprentissage, je l'ai mis de côté. Enfin, je peux vous en parler si vous voulez maintenant.
Oui, alors je vais lancer le balai des questions suivant la manière dont on procède de façon traditionnelle, mais je donnerai tout de suite la parole à mes collègues avant de vous la redonner, comme ça on fera un premier paquet de questions. Deux éléments. Le premier, on a beaucoup parlé de deux catégories de métiers en tension, de deux types de métiers en tension, les secrétaires de mairie, les policiers municipaux. Est-ce que vous pourriez nous donner des indications sur d'autres métiers en tension, dans les métiers de la fonction publique territoriale? Ça, c'est une première question. Et puis la seconde, on sait bien aujourd'hui que l'un des leviers d'attractivité, c'est ce qu'on appelle l'innovation territoriale, la conduite de projets, mais c'est aussi une organisation du travail différente, avec des nouvelles générations qui ont des aspirations à autre chose que la manière dont pouvaient fonctionner parfois certaines organisations du travail dans les collectivités. Comment est-ce que vous prenez cela en compte? Comment est-ce que vous faites passer ce message aux employeurs qui sont à votre conseil d'administration? Parce qu'encore une fois, ça ne concerne pas que les entreprises, même si on lit beaucoup d'articles sur la façon dont les entreprises essayent de s'adapter aux aspirations des nouvelles générations dans l'organisation du travail. Donc ça, c'est mes deux questions et je passe tout de suite la parole à mes collègues qui en ont également. En commençant pour le groupe Renaissance par Monsieur Bertrand Sor, Monsieur le député de la Manche, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de saluer votre engagement, à la fois à la tête du CNFPT, bien sûr, mais en tant que maire, en tant que secrétaire, trésorier, je crois, général de l'Association des maires de France, et j'en oublie très vraisemblablement. Donc je tenais à saluer cet engagement, c'est assez exemplaire. J'ai eu la chance, moi aussi, d'être maire. Parfois, on regrette, mais c'était un beau moment de ma vie. Et je voudrais profiter de rappeler l'importance des fonctionnaires territoriaux, qu'ils soient dans les services administratifs ou les services techniques, parce qu'ils sont bien souvent les premiers au contact de nos concitoyens. Et c'est eux qui, bien souvent, favorisent la mise en place, vous l'avez dit, de nos projets politiques. Ces fonctionnaires territoriaux, je me souviens aussi de l'importance qu'ils accordaient à la formation, parce que c'est un constat, c'est une réalité. Les fonctionnaires territoriaux souhaitent se former et souhaitent évoluer dans leur carrière. Et en ce sens, le Centre national, le CNFPT, joue un rôle essentiel. Deux questions. Lorsque l'on parle de la fonction publique, très souvent, celle qui arrive en dernière dans l'esprit de nos concitoyens, c'est bien la fonction publique territoriale. Il y a aujourd'hui une vraie méconnaissance. Quelles sont les actions, à votre avis, que l'on peut déployer et qui seraient utiles, notamment en direction des jeunes, des étudiants, pour valoriser les métiers de la fonction publique et faire en sorte qu'un certain nombre de cette jeunesse s'engage dans ces métiers? Deuxième question, la question de l'organisation des concours. Là aussi, par expérience, c'est un retour que j'avais assez régulièrement sur la complexité de ces concours. Pas toujours en adéquation avec les besoins des collectivités, ni avec les compétences des candidats. Donc là aussi, est-ce que vous souhaitez, dans vos missions, engager une rénovation, un grand nettoyage de ces concours de la fonction publique territoriale? Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Madame Sophie Blanc, Madame la députée des Pyrénées-Orientales. Vous avez la parole. Je vous remercie. Monsieur le Président, messieurs, trois questions rapides. Premièrement, quelles sont, selon vous, les formations minimum qui seraient utiles pour permettre aux élus de travailler plus efficacement, notamment avec les fonctionnaires territoriaux et surtout lorsque, par exemple, ils viennent d'être élus et qu'ils n'ont pas, on va dire, les connaissances nécessaires. Quel serait également le coût de ces formations, qui est souvent un frein, et notamment, je pense, aux petites communes. Deuxièmement, quels vous semblent être les ingrédients d'un bon parcours de reconversion des élus locaux? Parce qu'il y a des élus qui ont effectué un mandat, qui ont une bonne connaissance du fonctionnement d'une mairie ou d'un EPCI. Et pensez-vous qu'il soit possible de faire des passerelles pour permettre à ces personnes d'entamer des carrières de fonctionnaires territoriaux? Et quelles sont les conditions pratiques qu'éventuellement vous pourriez envisager? Et enfin, pensez-vous que l'intégration d'anciens élus dans la fonction publique territoriale soit une bonne reconversion? Les pensez-vous capables, si je peux me permettre, de passer de l'autre côté du miroir et de se mettre au service des fonctionnaires? Je vous remercie. Merci pour cette référence à Lewis Carroll. La parole est à Madame Catherine Couturier, membre du bureau de la délégation, Madame la députée de la Creuse. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et ancienne fonctionnaire territoriale, ayant notamment passé un certain nombre de jours dans vos locaux au CNFPT. Donc,
Moi, je voudrais revenir sur justement cette difficulté que vous avez soulevée sur la possibilité donnée aux agents de se libérer dans les services, parce que vous avez surtout insisté sur la question des secrétaires de mairie, mais il y a aussi aujourd'hui une difficulté dans les services à se libérer pour pouvoir aller en formation. Cette difficulté, elle vient essentiellement, je dirais, aujourd'hui des collectivités qui sont de plus en plus contraintes en matière budgétaire et qui ont des difficultés à couvrir, je dirais, l'ensemble des missions de service public et la difficulté à considérer dans le temps de travail un temps à la formation suffisante au regard des changements et des évolutions aussi, évolutions très, très importantes qu'on doit prendre en compte à l'avance, parce que vous avez parlé de toutes les questions de transition écologique. Et donc, vous avez... ma question, elle porterait plus... Alors, il y a eu, je sais, cette notion de formation en distanciel qui a été mise en place, je l'ai connue, hein, c'était le début. Est-ce qu'aujourd'hui, quel pourcentage ça représente, aujourd'hui, en termes de formation ? Parce que je pense que la qualité de la formation, et c'est quelque chose auquel je crois les agents sont très attachés, c'est de pouvoir, une formation qui est de qualité, c'est l'échange entre les agents. Et on voyait bien, enfin moi j'ai connu cette situation, que la formation distancielle, vous êtes dans un bureau qui est mis à votre disposition avec un ordinateur et... enfin, voilà, il n'y a pas du plaisir et de l'intérêt qui se développe à cette formation. Donc je voulais savoir un petit peu, parce que je suis en retraite depuis 2019, donc je n'ai pas trop suivi les pourcentages, mais je voulais savoir où vous en étiez sur cette question-là. Et sur la question de la disponibilité, il me semble que les centres de gestion avaient du personnel qui était là aussi à disposition pour pouvoir remplacer et permettre aux agents, et là je reviens sur la question des formations des secrétaires de mairie, il me semble qu'il y a nécessité, vous avez parlé de conventions avec, pour faire du recrutement de citoyens qui sont aujourd'hui à la recherche d'emploi et qui pourraient correspondre à ces métiers, et de les former, parce qu'on ne devient pas secrétaire de mairie comme ça du jour au lendemain, au regard de la complexité aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas d'abord prioriser un recrutement suffisant et une formation dans les centres de gestion sur le métier de secrétaire de mairie, parce que vous avez cité, hein, ça concerne 30 000 communes aujourd'hui en France, pour permettre justement à ceux qui sont en poste de pouvoir participer à des cycles de formation, et vous l'avez dit, des cycles de formation qui ne soient pas à 200 ou 300 km. Bon, vous avez compris, la Creuse, voilà, c'est déjà, il n'y a pas beaucoup de moyens de transport, et donc forcément c'est un coût, et quand on sait la prise en charge du déplacement pour aller en formation, voilà, ça tique parfois un petit peu aussi à ce regard-là. Mon dernier poste dans la fonction publique, j'étais chargée de mission en hygiène et sécurité, santé au travail. Donc très concernée par la question du management, la question du management au changement, parce que c'est quelque chose qui pèse beaucoup justement dans le personnel, avec notamment, on a eu cette grande problématique avec la mise en place des intercommunalités, des transferts de personnel, qui ont amené parfois à des changements d'organisation, des prises en compte. Tout le débat autour du RIF7 aussi a été quand même... Et cette question-là, vous avez parlé donc de cycle de formation. J'aimerais que vous nous apportiez un peu plus de précision sur justement cette démarche, parce que
chez les cadres, on sait, les cadres, ils sont tellement sous pression qu'en proportion, bien souvent, ce n'est pas ceux qui vont le plus en formation. Merci. Merci, Madame la députée. Et pour terminer, des questions de Madame Christine Pires-Beaune. Madame la vice-présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Merci, Monsieur le Président Deluga, pour votre présentation. Moi, je vais juste revenir sur l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que bon, l'apprentissage, de manière générale, dans le public comme dans le privé, connaît un bond ces dernières années, et c'est très bien. Dans le secteur public, on n'échappe pas à la règle. On a de plus en plus de demandes. Est-ce que vous avez les budgets suffisants pour répondre à toutes les demandes des collectivités? Si ce n'est pas le cas, comment vous faites? Quels sont les critères en fait pour retenir les collectivités qui pourront bénéficier de ce financement? Deuxième point, est-ce que vous avez des formations? Est-ce que vous proposez des formations sur les questions de déontologie? Est-ce qu'il y a une appétence de la part des agents et des élus pour ces questions-là? Et troisième et dernier point, est-ce que en termes dans le vivier des formateurs, est-ce que là aussi vous avez un problème d'attractivité? Est-ce que vous renouvelez vos formateurs ou est-ce que là aussi c'est compliqué? Merci. Vous avez vu que les collègues présents sont intéressés, hein, Monsieur le Président. On vous donne la parole tout de suite. Alors, j'ai essayé de ne rien oublier, mais rappelez-moi à l'ordre si j'oublie quelque chose. D'abord, je vais le faire dans l'ordre. Alors, sur les métiers en tension. Alors, sur les métiers en tension, il y en a une vingtaine. Quand ils vont apparaître sur l'écran, je vais pouvoir vous les citer. Voilà. Donc, on a fait, nous, un travail auprès des collectivités sur ce sujet. Donc, ça, c'est le résultat. Mais la FNCDG a aussi fait un travail en parallèle. Et en croisant nos résultats, on arrive quasiment à la même chose. Donc, les premiers métiers en tension, c'est agent de service polyvalent en milieu rural. C'est aide à domicile, policiers municipaux, animateur enfance-jeunesse, assistant à éducation petite enfance, responsable des services techniques, aide-soignant ou aide-soignante, animateur, je ne fais pas animateur-animatrice à chaque fois, parce que éducatif d'accompagnement périscolaire, secrétaire de mairie, médecin, instructeur de gestion des autorisations d'urbanisme. Voilà. Non, pas tous, parce qu'il y en a 240 métiers. Mais voilà ceux qui sont, donc ça en fait 3, 9, les 15 premiers métiers en tension où nous avons un mal fou à recruter. Et on voit bien à quoi ça correspond. Hein. C'est une grande difficulté aujourd'hui de trouver sur ces métiers, je mets le médecin à part, des gens qui sont très mal payés. Ah, sur tout le territoire. Il n'y a pas d'exception sur tout le territoire, même sur des territoires attractifs comme le mien, hein, Bassin-Arcachon, bon, c'est quand même pas désagréable comme lieu de vie, eh bien, on a un mal fou. Moi, c'est la première fois en 34 ans que j'ai fait ça l'année dernière. J'ai diffusé un dépliant dans la ville avec la liste des postes en disant, voilà, après 6 à 8 mois de recherche infructueuse, voilà tous les postes qui sont ouverts, sur lesquels nous n'avons personne. Si vous voulez déposer les candidatures, on en a eu sur les métiers techniques, on a eu 0 sur les métiers du CCAS. Voilà. Donc ça vous donne une idée de la difficulté sur ces métiers-là. Donc ça, c'est voilà, la liste. Alors on peut vous faire passer tout ça, bien sûr, à la délégation. Hein. On a tout, avec les pourcentages. Avec parfois des problèmes spécifiques, parce que bien sûr, quand vous parliez des aides-soignantes, on sait bien que pour les collectivités qui gèrent des EHPAD, voilà, elles proposent des choses qui sont moins attractives que dans le système hospitalier, absolument, par exemple. Donc absolument. ça fait partie des difficultés. Oui. Pardon de vous avoir interrompu. Oui, et surtout ces métiers-là, vous avez des spécificités hein, qui vont apparaître. Ensuite, la question que vous posiez sur l'innovation. Alors, nous sommes très branchés, si je puis me permettre, sur cette thématique d'innovation, à tel point que nous avons créé une université de l'innovation. Donc tous les ans, soit au début de l'été, soit à la fin et début septembre, on organise à l'échelle nationale tout un travail à distance
avec des collectivités, des agents qui travaillent sur l'innovation en matière de formation et sur l'innovation pédagogique. Donc ça a un grand succès, je n'ai plus le chiffre en tête, mais peut-être on pourra vous le donner. Et donc ça nous amène aujourd'hui à retravailler nos modalités pédagogiques de manière considérable. Donc on n'est plus du tout, à quelques exceptions près, devant le formateur qui délivre, alors parfois en finance publique ça reste ça, mais sur tous les autres sujets, on est sur des échanges, de la participation, de la mise en situation, des jeux, des serious games, enfin toute une série de choses qui font qu'aujourd'hui on a complètement bouleversé nos modèles pédagogiques. Ce qui, pour reprendre la dernière question qui m'a été posée sur les intervenants, n'est pas sans poser de problème au niveau des intervenants, puisque ça nous amène à renouveler de manière importante tout notre vivier d'intervenants, 14 000 à peu près. Hein. Nous avons 14 000 intervenants sur notre établissement, ce qui est considérable sur tous les territoires. Et donc, on a cette problématique-là sur les intervenants, d'autant que avec la mise en œuvre des 1607 heures de matière systématique, il y a moins de possibilités d'intervention des territoriaux. Puisqu'il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, les territoriaux, c'est 66, presque 70% de nos intervenants sont des territoriaux. C'est notre modèle, d'ailleurs. Parce que c'est un modèle où on a l'expérience, où on sait comment les collègues reçoivent ce qu'on est en train de leur dire, où on est en capacité d'échanger entre pairs. Et ça, c'est extrêmement important. Donc c'est à peu près notre ratio. Et aujourd'hui, on a un problème de renouvellement assez important, à la fois parce qu'il faut maîtriser tout le numérique, désormais, mais aussi il faut des nouvelles modalités pédagogiques. J'ai vu que tu levais la main, tu voulais dire un mot. Laurent Trijolet, mon directeur de cabinet. J'ai soufflé le mauvais chiffre, donc Pardon. Soufflé le mauvais chiffre. Donc le modèle du CNFPT, c'est 70% en régie, 30% en marché. Et à l'intérieur de ces 70% en régie, il y a 60% de territoriaux. Voilà. Et après, c'est en régie, c'est-à-dire c'est en marché, hein, sur un certain nombre de choses où on n'a pas d'intervenant, où c'est très spécialisé, où voilà. Oui. 70% en régie, 30% en marché. Et à l'intérieur des 70%, c'est un public qui est majoritairement territoriaux, mais pas que. Ça peut être des fonctionnaires d'État, des retraités, des choses comme ça. Voilà, donc nous avons là aussi, nous, un problème de renouvellement de nos intervenants. Sur la deuxième question, ou les sujets que vous avez abordés, d'abord, j'élimine les concours. En fait, aujourd'hui, depuis la loi de 2007, à part les concours de l'INET, ça n'est plus nous, ce sont les CDG qui organisent les concours. Donc, nous, c'est simplement administrateurs, ingénieurs en chef, etc. 4. Donc ça, bon, c'est des choses que nous faisons, mais je partage complètement. Les concours ne sont pas assez professionnalisés, professionnalisants. Les concours sont quasiment systématiquement sur des matières académiques. Et si on prend Léa, bah, vous avez droit, éco, et puis c'est tout. Et si vous n'avez pas fait Sciences Po, ou si vous n'avez pas fait la fac de droit, bah, ou le CPAG, c'est compliqué d'être reçu au concours. Et donc on a fait, à tous les ministres successifs, j'ai fait ces propositions, en disant il faut réformer les concours, il faut que ça soit prendre en compte beaucoup plus l'expérience professionnelle, et il faut qu'on ouvre sur d'autres matières que le droit et l'économie, parce qu'on a aussi besoin, c'est ce qu'on porte dans le projet de l'INET, d'origine, y compris de formation, différente dans la fonction publique territoriale, et que tout ne soit pas formaté, comme un certain nombre ici autour de la table, dont moi le sont, sur le même modèle de formation. Voilà, donc là-dessus, oui, je partage complètement, il faut qu'il y ait une réforme des concours, il faut qu'il y ait une réforme des contenus, il faut reprendre tout ça. Bon, je porte cette demande, je ne suis pas le seul, hein, les employeurs aussi. Hein, voilà, donc c'est un sujet extrêmement important. Ensuite, sur le métier territorial et la valorisation. Alors je partage là aussi complètement, c'est-à-dire que
d'une manière globale, la fonction publique n'est pas aujourd'hui ce qui motive le plus les jeunes qui ou sortent de l'université ou cherchent un emploi, pour des tas de raisons, je ne vais pas y revenir, ce n'est pas le lieu. Comment fait-on pour redonner de l'appétence ? Donc c'est la problématique de l'attractivité. Je peux la traiter à partir de votre question. Sur l'attractivité, je crois qu'il y a toute une série de mesures techniques qui peuvent être prises là-dessus. Alors, il y a la problématique du 1 sur 3 ou 1 sur 2 pour la promotion, le fait il y a toute rapidité, plus grande rapidité de promotion des agents. Enfin, il y a toute une série de choses. Mais enfin, plus de la moitié de la question, c'est la rémunération. C'est la révision des grilles. C'est l'écrasement entre C et B. C'est ça. Et tant qu'on ne touchera pas à ça, on pourra, comme disait un certain général, sauter comme un cabri en disant attractivité, 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 on ne réglera pas le problème. Le problème, c'est quand même fondamentalement, à plus de 50%, la problématique de la rémunération. Et vous le disiez, ou je ne sais plus lequel d'entre vous le disiez, non, mais vous le disiez par exemple par rapport aux aides-soignants et aides-soignantes, bah, forcément, vu les rémunérations, vous n'allez pas venir dans le public. Et c'est le cas pour beaucoup de choses. Si vous prenez les attachés pour les cadres là, un attaché qui démarre aujourd'hui gagne en euros constants 30% de moins que ce que gagnait un attaché il y a 20 ans. Donc forcément, on est beaucoup moins attractif. Donc ça, c'est une question. Donc nous, à la fois, on porte ça, mais ça, c'est pas de la compétence du CNFPT de régler cette question, même s'il peut attirer l'attention. Mais on a proposé aux employeurs territoriaux, et c'est en train de se mettre en place ces derniers jours, toute une stratégie sur la valorisation du métier territorial. Il faut à la fois faire un travail vers les universités, vers les CFA, vers tous les producteurs de formation, pour qu'on puisse parler aux jeunes qui sont là, pour leur dire, mais c'est une possibilité. Et puis, il faut parler de manière plus globale. Donc, nous lançons toute une stratégie avec les employeurs territoriaux. Alors, c'est nous qui la portons, hein, avec la FNCDG, mais c'est nous qui la portons et qui la finançons. Ça s'appelle Métiers territoriaux. Et donc, nous allons faire la promotion. Nous avons commencé, ça a commencé à sortir. Nous avons ouvert un site internet qui s'appelle Métiers territoriaux. Et nous avons aussi un compte Instagram. Et nous lançons ça pour que tous les jours, sur tous les réseaux, sorte un métier qui est présenté. Et on va faire ça pendant les 6 mois qui viennent, de façon à ce que ce sujet apparaisse nationalement, au travers de toute une série de médias, au travers de toute une série de porteurs de projets, que ça soit un sujet qui émerge. La territoriale, un peu ce que fait l'armée, le ministère de la Défense pour recruter, hein, où il fait de la promotion sur tous les médias. Alors on le fait avec nos moyens, on n'a pas ceux du ministère de la Défense, bien sûr. Mais cette idée qu'il faut que ça soit un sujet qui émerge. Et pour ça, il faut communiquer tous canaux confondus. Donc ça, c'est un point extrêmement important que nous lançons. Oui, si tu veux, vas-y. Donc sur métiers territoriaux, l'idée est aussi de non seulement décrire, vanter, mais présenter l'ensemble des métiers qui composent la fonction publique territoriale, mais également la spécificité de la fonction publique territoriale et des collectivités territoriales. Parce que dans l'inconscient de beaucoup d'élèves ou d'étudiants, la fonction publique, c'est l'État, c'est l'éducation nationale, c'est forcément passer un concours et c'est être muté très très loin de chez moi. L'idée de la communication que nous avons entreprise, c'est de se dire, là où vous êtes, il y a forcément un employeur public à vos côtés. Allez voir votre commune, allez voir l'interco, il y a forcément quelqu'un qui va pouvoir éventuellement être en recherche d'agents. Et il faut savoir que même s'il y a pas plus de 25% de contractuels dans la fonction publique territoriale, il n'en reste pas moins, dans plus de 55% des cas, la première expérience de travail au sein des collectivités, c'est le contrat. Parce qu'on fait une vacation, parce qu'on fait un remplacement, ou on fait un contrat de 3 ans, et qu'on va passer un concours, on va être intégré après. Donc en fait, il est complètement faux de dire que c'est à travers le concours que c'est le seul moyen de recruter. Et ça aussi, il faut publier notre façon de recruter, sachant qu'on a 75% de catégorie C dans la fonction publique territoriale, et qu'il est possible pour les collectivités d'intégrer, de stagiairiser sans concours, et que c'est aussi un moyen d'intégrer la fonction publique dans la territoriale.
peux rebondir là-dessus. C'est vrai que dans la fonction publique d'État ou dans la fonction publique hospitalière, c'est le concours qui est massif. Mais ce n'est pas le cas dans la territoriale. Dans la territoriale, la majorité des recrutements se fait au départ de manière contractuelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a 76% de catégorie C et qu'on peut recruter au niveau le plus bas sans concours. Et puis après, il y a intégration, concours, promotion, etc. C'est la réalité d'aujourd'hui, ça. Hein. Ce qui est différent du discours et de l'analyse sur, in fine, il y a 25% de contractuels et 75% de fonctionnaires, de titulaires. Mais il faut avoir cette conscience-là. Voilà, donc véritablement, ce qui est en train d'être fait sur les secrétaires de mairie, c'est aussi ça. C'est montrer que, avec un travail avec les universités, puisque c'est dans les discussions actuelles, un travail avec les universités, et il y a un débat, je sais, sur le texte, sur est-ce qu'on met post-université ou post-bac pour intégrer les BTS, etc., dans tout ce travail-là de promotion. Donc ça, c'est un sujet important. Sur votre question, Madame la députée, sur les élus. Alors, premier sujet, le CNFPT peut former tout le monde, sauf les élus. Parce que, par nature, nous ne formons que ceux qui cotisent, etc. Alors, je sais qu'il y a le 1% sur les indemnités des élus qui va à un fonds, ce qui, d'ailleurs, a généré des réactions un peu compliquées, parce que les territoriaux, les collectivités ne versent que 0,9 et les élus, c'est 1%. Donc, ils seraient privilégiés dans leur droit à la formation. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais quand même, je me permets de le dire au passage, puisque je revendique toujours qu'on revienne à 1%. Ce qui nous permettrait de répondre mieux aux enjeux qui sont les nôtres. Donc, sur la formation des élus, nous n'intervenons pas. Pour autant, on travaille, on a une capacité d'ingénierie, de production, de matériaux. Donc, on a travaillé avec l'AMF, et la FNCDG aussi, et on a sorti un guide du maire employeur. Voilà, donc qu'on a remis après les élections de 2020, hein, qui est à la disposition de tous les maires. Alors, comme on l'a fait avec l'AMF, c'est maire employeur. Hein, bon, en général, les présidents de département et de région, ils n'ont pas forcément besoin qu'on aille leur donner un guide du président employeur. Ils ont des services pour ça. Mais donc là, on a fait ce travail-là, qui est un travail de compilation de tout ce qu'on fait pour les agents, mais comme on avait ce matériau, on a, avec l'AMF, sorti ce document. En dehors de ça, nous, on n'intervient pas sur la formation des élus. Bon, en même temps, moi, au titre de l'AMF, je connais bien le dispositif où toutes les associations d'élus ont leur centre de formation. Je ne me prononce pas sur ce qu'il faut en penser, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais sur la reconversion des élus, puisque vous abordiez ce sujet, c'est vrai que lorsque l'on est battu, parce qu'en général c'est comme ça, à la fin d'un mandat, on peut se retrouver en situation extrêmement difficile. Il y a un travail qui est fait en ce moment, je sais, à l'Assemblée et au Sénat sur ces thématiques-là, hein, par rapport au statut de l'élu, au projet. Alors, c'est un sujet extrêmement difficile. Moi, j'avais fait des propositions à un moment donné au Sénat, une commission qui avait été mise en œuvre là-dessus. C'était Jean-Marie Bockel qui pilotait cette mission. Il avait retenu d'ailleurs cette proposition qui était de dire pourquoi ne pourrions-nous pas permettre aux élus, en fin de mandat ou après, alors après il faut un mode de financement, d'être intégrés dans nos formations préparation au concours. L'idée, c'est pas qu'il y ait un mode dérogatoire de rentrée dans la fonction publique des élus, ce qui renforcerait encore un sentiment anti-élu, etc. Donc il faut être dans un système classique. Mais en revanche, on pourrait être dérogatoire sur la participation au prépa concours du CNFPT. À condition de ne pas le financer sur la cotisation, parce qu'à ce moment-là, les organisations syndicales vont monter sur la table, et je les comprends. Mais là, on a peut-être une piste. En tout cas, pour le moment, c'est celle qui paraît la plus évidente. Parce que, ensuite, la question qui se pose, bon... Est-ce qu'un élu pourrait être un bon fonctionnaire territorial ? D'abord, il y a beaucoup d'élus qui sont de bons fonctionnaires territoriaux puisqu'ils sont fonctionnaires territoriaux. Bon. Est-ce que le fait de ne plus être élu serait... Oui, c'est possible. Pour ma part, c'est par le concours. Parce que il faut avoir un minimum de validation.
même si la VAE pourrait être adaptée, la VAE des fonctionnaires, valorisation de l'expérience, pourrait être adaptée aux élus. Après, il y a une question qui peut-être ne faudra-t-il pas mettre au compte-rendu, mais qui se pose, c'est est-ce que je recruterai dans ma commune un ancien maire comme chef de service? Alors, je vous demande de ne pas mettre ça au compte-rendu, mais c'est une question qui peut se poser. Moi, j'ai le sentiment d'avoir la réponse. Et donc, il faut faire attention à cette idée que je ne suis pas sûr que tous les élus aient envie de recruter leurs anciens collègues. Voilà. Bon. Je ferme cette petite parenthèse, hein, mais ma pratique depuis un certain nombre d'années m'incite à penser ça. Ou alors très loin, mais pas localement. Ensuite, sur la question du remplacement. Alors, vous avez raison, les CDG, pas tous, hein, mais parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de le faire, ont des services de remplacement. Et si je prends le CDG que je connais, puisque j'y suis élu, en Gironde, nous avons un gros service de remplacement, et sur les secrétaires de mairie, je crois que nous avons 2 ou 3. Mais on est incapable de satisfaire la demande. Il en faudrait 15. Et là, ce n'est pas possible financièrement. Et surtout, ça ne règle pas. Alors, pour un cas de maladie, oui, mais pour un cas de formation, non, ça ne règle pas la question. Pourquoi? Parce que le service de remplacement du CDG, il est payant. Ce qui veut dire que vous envoyez votre agent en formation et vous avez un surcoût. Et donc, c'est un frein considérable au départ de l'agent. Donc, ça ne règle pas vraiment la question. Et c'est une question qui reste en suspens, effectivement. Sachant que, et c'est la loi, et je pense qu'il faut être extrêmement rigoureux là-dessus, la formation, c'est pendant les heures de travail. Ça n'est pas après ou en plus. C'est pendant les heures de travail, puisque ça fait partie des droits, des obligations, à la fois de l'employeur et de l'agent. Donc, la question est posée, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de réponses, il faut être honnête, hein, sur cette question du remplacement. Sur le distanciel, alors j'ai le chiffre précis, sur le présentiel et distanciel, nous avions lancé le distanciel en 2017-2018, même un peu avant. C'est d'ailleurs la seule grève que j'ai eue dans l'établissement, puisque les agents ne voulaient pas qu'il y ait de formation en distanciel. Heureusement qu'on l'a fait, parce que pendant la pandémie, on a basculé 80% de nos agents qui ont travaillé en distanciel, ce qui nous a permis de continuer à faire de la formation, et heureusement qu'on avait fait ça. Pour autant, le distanciel représente au CNFPT 17,2% de nos formations, et 82,8% c'est le présentiel, parce que notre modèle, c'est le présentiel. Maintenant, le distanciel, ce n'est pas du distanciel pur. Vous avez une partie de distanciel pur, quelques pourcents, c'est pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer. C'est toute une série ou des métiers avec des effectifs qui sortent de l'ordre de 50 ou 100 au niveau national. Et donc, on est incapable au niveau régional de monter une formation. Donc là, on est en distanciel pur. Mais la majorité des 17,2% de distanciel sont du distanciel avec du distanciel mixte. C'est-à-dire qu'il y a une partie présentielle, une partie distancielle. En gros, ça fait partie des innovations de nos modèles pédagogiques. On a inversé les choses. On ne vient pas en formation et on reçoit ensuite les documents. On reçoit via Internet des documents qui font le cadrage général de ce qui va être abordé en formation, de façon à ce que l'agent intègre déjà ces choses-là, ce qui nous évite d'avoir le cours ensuite. Et on discute et on approfondit la compréhension de ce qui a été lu en séance présentielle de formation. C'est-à-dire c'est une inversion de l'approche pédagogique habituelle où on fait un cours et puis après on donne des documents où on répond éventuellement aux questions. Donc on inverse les choses. Donc ça c'est un point extrêmement important. Je crois que j'ai répondu à peu près à tout ce que vous m'aviez demandé. Et sur l'apprentissage. Alors sur l'apprentissage, très rapidement, je pense que l'heure avance, mais enfin, sur l'apprentissage, jusqu'à la modification du mode de financement de l'apprentissage, lorsque les régions ont financé l'apprentissage, ça marchait très bien. Il n'y avait pas beaucoup d'apprentis, mais ça marchait, au sens où il y avait les régions finançaient en réalité l'apprentissage dans les collectivités territoriales. Alors pas de manière uniforme.
C'est-à-dire qu'il y avait des régions qui finançaient les frais de fonctionnement du CFA, d'autres qui finançaient des frais d'investissement en contrepartie de la prise, enfin tout un système un peu complexe, mais qui marchait. Quand la loi Pénicaud a été votée, pourtant j'ai alerté plusieurs fois, mais il y a eu un trou dans la raquette, c'est-à-dire que la problématique de l'apprentissage dans la territoriale, pour l'État c'est simple, il dit je fais ou je fais pas. Et il le finance, et il le met à son budget. Pour la territoriale, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, il y a eu un oubli, ou enfin, je sais pas, et ça n'a pas été pris en compte. Ce qui fait qu'ensuite, on s'est retrouvé dans une situation où les apprentis n'avaient plus aucun financement de leur formation dans les collectivités. Et donc, la loi de 2019, dans un amendement sénatorial tard dans la nuit, a imposé le fait que le CNFPT financerait 100% de l'apprentissage dans la territoriale. Ce qui était intéressant, mais qui coûte 80 millions d'euros. Donc, j'ai expliqué à l'époque que ça nous paraissait extrêmement difficile. Et les textes ont évolué. 50%, et puis après un travail avec les employeurs territoriaux, nous avons proposé à l'État nous avons proposé à l'État que, et c'est un effort considérable, que les employeurs publics, les collectivités, acceptent la création d'une taxe à 0,1% de la masse salariale destinée, cantonnée bien sûr, hein, pas mélanger avec le reste du budget du CNFPT, ne pas penser que 0,9 et 0,1 ça fait 1. Hein, il y a toujours 0,9 sur le... Et il y a 1, il y a 0,1, et qu'en contrepartie de ce qui représente, au moment où ça a été voté, à peu près 40 millions d'euros, l'État mette 15 millions, France Compétences mette 15 millions, et le CNFPT mette 10 millions, plus 3 millions en coût de fonctionnement. Et on arrive à nos 80 millions. Et ça correspondait à 8000 apprentis, à peu près. Et on a signé une convention en janvier 2022 avec la ministre du Travail de l'époque, Madame Elisabeth Borne, pour mettre en œuvre ceci. Bon. Il se trouve que ça a eu beaucoup de succès, donc on a eu jusqu'à 12 489 contrats, demandes, en 2022. J'ai accepté, au-delà de la Convention, que le CNFPT, sur ses excédents, finance le complément. Bon, une fois. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas faire éternellement, ce n'est pas un mode de financement. Et puis, on a continué. À partir de là, en 2023, nous avons fait le recensement des demandes et nous sommes arrivés à 18 000, enfin 17 750. Voilà. Or, nous avions le financement, 80 millions, pour la moitié, pour 8 000. Donc, la question s'est posée à ce moment-là de manière extrêmement forte, de savoir ce qu'on faisait. Il n'était pas possible d'aller au-delà de nos recettes. Donc, nous avons, avec les employeurs publics, fait un travail rapide, parce qu'on n'avait pas le choix, on ne s'attendait pas à 18 000, et il a été convenu que toutes les collectivités qui avaient fait une demande auraient leur contrat, et toutes les autres auraient 50% de ce qu'elles ont demandé, ce qui faisait à peu près 8 000 à 9 000 apprentis. Et c'est ce que nous avons fait en 2023. Pour 2024, nous avons travaillé, nous avons considéré que cette régulation quantitative n'était pas correcte, et qu'il fallait travailler sur le qualitatif. Donc nous avons travaillé avec les employeurs territoriaux, tous les employeurs, il y a eu 5 réunions, je crois, plus la 6e où on a arbitré. Et donc nous avons décidé que pour l'année prochaine, eh bien, nous financerions à hauteur de nos recettes. Et le premier choix serait les métiers en tension. Voilà, pour revenir en discussion. Donc les métiers en tension, les demandes d'apprentis sur les métiers en tension seraient prioritaires. Ensuite, il y aurait la problématique des niveaux, c'est-à-dire qu'on veillerait à ce qu'on n'ait pas 50% de formation universitaire via l'apprentissage, mais que ce soit les métiers qui nous manquent le plus, ceux qu'on vient de voir, qui soient pris en compte. Et quand on aurait fait ça, on verra si on est au-dessus ou au-dessous de la capacité de financement, et on régulera à ce moment-là en fonction de la taille des collectivités et du nombre de demandes qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont eu l'année d'avant. Voilà, donc ça c'est ce qui a été choisi. Dernier point qui fait qu'aujourd'hui nous avons à peu près réglé les choses, sauf avec France Compétences, sachant qu'on a réglé en limitant.
c'est qu'en septembre 2022, le nouveau ministre nous a indiqué que l'État allait arrêter de financer. C'est-à-dire 8 mois après avoir signé la convention avec la ministre du Travail, que l'État allait arrêter de financer, France Compétences aussi. Donc on a beaucoup discuté et on a trouvé un accord avec l'État, puisque nous avons signé une convention, voici un mois, qui valide l'idée qu'on va passer de 8 à 9 000. Donc l'État valide l'idée qu'il n'y aura pas de financement au-delà de 9 000. L'État maintient ces 15 millions jusqu'en 2026. Oui, c'est ça, jusqu'en 2027. 25 ou 26 25. 25, c'est 3 années, jusqu'en 2025. Et après, on verra. En revanche, France Compétences n'a toujours pas accepté. Et donc, nous aurons 5 millions d'euros de moins l'année prochaine et 5 millions de moins l'année prochaine. Ce qui fait qu'il nous manque, bien évidemment, pour les années qui viennent, ces fonds-là. Donc, je ne désespère pas. Je vais continuer à travailler pour que France Compétences revienne sur sa décision. Voilà où nous en sommes. Donc, si vous voulez, si on avait pris les 18 000, on montait à 162 millions d'euros de dépenses. D'où les 80 qui sont assurés et les 80 qui nous manquaient. Voilà. Donc, malheureusement, on aura 9 000 apprentis, pas plus, et ceux-là, on peut les financer, sachant que le CNFPT sera peut-être amené à mettre un peu plus, et on verra quelle est notre situation à ce moment-là. Mais bon, moi, je regrette qu'on ne puisse pas répondre à la demande des employeurs territoriaux, mais bon, c'est la réalité. Très rapidement, sur la déontologie, oui, nous avons des formations déontologiques. Et deuxième réponse, non, elles ne sont pas tellement fréquentées. Voilà, pour être très clair. Ce n'est pas le sujet qui mobilise le plus les agents territoriaux, alors que les formations existent, bien évidemment. Voilà. C'est la même chose sur les formations laïcité spécifiques, parce qu'en revanche, on a intégré toutes les problématiques laïcité. Oui, pardon, on a intégré toutes les problématiques laïcité dans les formations d'intégration. Maintenant, c'est systématique. Mais en revanche, il y a des formations spécifiques qui sont fréquentés, mais pas de manière aussi importante qu'on aurait pu l'espérer. Donc je vous le dis de manière très, très transparente. Et le dernier point, c'était la police municipale. Non, c'était quoi le dernier point? C'était le vivier des formateurs, on en a parlé. Oui, les formateurs, on en a parlé. Voilà. Vous voulez que je vous parle rapidement de la police, puisqu'on n'a pas eu, où on dépasse le temps qui m'est imparti? En quelques minutes, oui, parce qu'ensuite on enchaînera sur une réunion de bureau. Mais oui, pardon, je suis désolé d'être bavard. Allez-y, Monsieur le Président. En tout cas, vous prenez soin de répondre de manière très, très systématique aux interrogations qui vous sont adressées. Nous vous en remercions. Allez-y. Alors, sur la police municipale. Sur la police municipale, métier en tension, comme les métiers que nous avons vus. La police municipale, nous avions une croissance régulière, mais que nous absorbions dans nos formations jusqu'en 2020. En 2020, nous, au vu de ce que nous avons vu des programmes municipaux, nous avons lancé tout de suite une enquête auprès des collectivités pour savoir combien ils comptaient recruter dans le mandat, pour qu'on s'adapte. Donc, on a eu, bien sûr, toutes ces réponses. Et combien il y aurait de départ à la retraite, donc ça c'est assez simple à voir, à peu près 3 000, 3 500. Donc en gros 11 000 recrutements à effectuer dans la période 2020-2026. Dans les années 2021 et 2022, nous avons été, on a formé à peu près 2000... c'est-à-dire qu'on a réussi à absorber, mais avec des délais très longs, qui n'étaient pas satisfaisants, 2000 policiers par an. L'année dernière, cette année, en 2023, on va être à 2500. Donc on a formé à peu près 6500 policiers sur les 11 000, dans des conditions qui n'étaient pas extraordinaires, puisqu'il y avait des délais longs pour partir, 7, 8 mois, 9 mois. Donc face à cette situation, en 2022, j'ai décidé de faire une réforme complète du système. Je rappelle au passage que les contenus de formation qui nous permettent de faire les référentiels, que la durée de formation, ça fait partie des métiers réglementés, ça n'est pas nous qui les déterminons, c'est le ministère de l'Intérieur. Je le dis parce que parfois j'entends ici ou là... c'est trop long, pourquoi le CNFPT fait aussi long? Le CNFPT, il fait ce qui est obligatoire, ce que lui impose le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, je ne conteste pas ce qu'il m'impose, je trouve que c'est plutôt bien. Mais bon, il faut avoir ça en tête. Donc nous avons décidé
de changer de manière assez importante notre façon de faire, avec une modification des départs des promotions. Donc on a des promotions en permanence. On a 10, 15, 20, 30 promotions en permanence qui tournent sur nos territoires. Et de créer 4 écoles, j'allais dire nationales, 4 écoles de police municipale sur le territoire où les formations d'intégration qui durent plusieurs mois des policiers seraient faites. Donc Montpellier, Aix-en-Provence, Angers et Meaux. Pourquoi ces lieux? Tout simplement parce que si nous nous mettions à construire des écoles de police, peut-être que dans 5 ans, on aurait ouvert nos écoles. On a décidé d'utiliser ou des bâtiments qui nous appartenaient, c'est-à-dire à Montpellier et à Angers, et des bâtiments qui étaient des centres de formation avant, l'État à Aix-en-Provence et un CFA à Meaux, qui nous permettent de mailler le territoire et d'être opérationnels dès janvier prochain. Ce qui fait qu'en janvier prochain, sachant que Aix-en-Provence a démarré le 1er septembre, en janvier-février prochain, nous démarrons les formations sur Meaux et sur Angers, Montpellier étant déjà depuis quelques mois en route. Donc, ça y est, nous avons mis en place le système, ce qui fait que nous sommes passés à 4 mois maximum de départ entre le moment où un policier qui a eu le concours est recruté par une mairie, au moment où elle nous demande de le former et le moment où il part en formation, 4 mois maximum. Alors 4 mois, c'est dans les régions à forte intensité du sud-est, et moins de 4 mois si on est sur Angers. Voilà. Donc on a mis en place le système, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un système qui fonctionne bien, on a un système qui est reconnu, et que lorsqu'on a appris par un tweet que peut-être il faudrait faire une école nationale de police municipale, notre action n'a pas été très favorable. D'abord parce qu'on pense que c'est financièrement une aberration, puisque, pour vous donner une idée, quand même, c'est 30 millions d'euros par an, le coût de la formation des polices municipales, et l'investissement, c'est entre 60 et 80 millions en fonction de l'amiante qu'on va trouver ou pas dans les bâtiments qu'on a récupérés. Donc, moi, je veux bien que ce qui est mutualisé aujourd'hui soit intégré dans une école nationale, mais si c'est à l'image de l'école de police et de gendarmerie, c'est-à-dire avec une promotion par an ou des promotions par an, c'est pas notre système. Nous, c'est entrée-sortie permanente. C'est ça qui permet d'être court et réactif. Donc, on ne comprend pas trop. Les frais de déplacement qui sont payés par nous, à partir du moment où c'est plus nous qui les payons, donc c'est les collectivités qui vont les payer. Donc ça va leur coûter plus cher. Est-ce que ça va être toutes les collectivités qui vont payer pour le financement? Est-ce que ça va être que l'État? Bon, voilà. Donc c'est pas vraiment des bonnes mesures. Si c'est pour parler du contenu des formations, il n'y a pas besoin d'une école nationale, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui aujourd'hui détermine nos contenus. Donc on ne voit pas trop le sens. Après... on a un problème pourquoi on a aussi des délais sur la formation à l'armement? C'est tout simplement parce qu'il n'y a que le ministère de l'Intérieur qui forme les moniteurs à l'armement. Et quand, et en particulier depuis les attentats et toutes les difficultés qu'on a pu connaître, ils forment d'abord ces policiers et ces gendarmes, ce que je comprends. Nous, on vient après. Donc quand il accepte de nous former 20 moniteurs par an à l'échelle nationale, vous voyez bien la difficulté qu'on a derrière d'organiser les formations. Pareil pour les stands de tir. Sur nos 4 sites, on va avoir des stands de tir. Actuellement, on n'est même pas la 5e roue de la charrette, on est la 6e. C'est-à-dire qu'on utilise les stands de tir de l'État. Quand l'État a fait passer ses gendarmes, ses policiers, il pense à nous, sur ce qui reste. Donc c'est extrêmement compliqué. Et donc, si vous voulez, penser une école nationale de police municipale, c'est aussi considérer que la police municipale, ça n'est que la sécurité. Or, je vous rappelle que la police municipale est une police de tranquillité qui s'occupe de l'urbanisme, qui s'occupe de la totalité des problèmes locaux, et qui n'est pas une police exclusivement chargée d'administrer. Et puis surtout, si ça dépend du ministère de l'Intérieur, permettez-moi de le dire, et c'est vraiment le sujet sur lequel, puisque j'ai obtenu le soutien sur ma position de la totalité des organisations syndicales et de la totalité des associations d'élus, ce n'est pas à la commune de payer, au procureur de la République de décider qui en matière pénale, enfin en matière judiciaire, et au ministère de l'Intérieur pour le reste. Donc en gros, est-ce que c'est aux collectivités de financer une police supplétive de l'État sur laquelle le maire n'aura plus aucun pouvoir, puisqu'il dépendra soit du préfet, soit du procureur de la République?
Alors j'exagère un peu en disant soit du préfet, on sait que c'est pas ça, mais à partir du moment où il y a une école nationale avec une externalisation de la fonction publique territoriale, de fait c'est une externalisation, qu'il n'y a plus de mélange dans les formations avec les autres agents, parce qu'il faut que vous sachiez que dans les formations des policiers municipaux, il y a la formation à l'urbanisme. Et on ne fait pas un groupe policier municipal. On fait un groupe policier municipal, on en a parlé, instructeur d'urbanisme, chef de service urbanisme. Et donc c'est cette connaissance-là qui fait l'efficacité de la territoriale sur le terrain et l'articulation entre police municipale et action locale. Voilà. Donc on comprend, nous, absolument pas. On le comprend d'autant moins, je parle assez librement devant vous, on le comprend d'autant moins qu'en fait, on est depuis 8 mois en lien avec les services du ministère de l'Intérieur pour mettre en œuvre nos écoles et la réforme des contenus de formation, où on est pratiquement à un accord, et qu'on voit ça tomber de manière un peu surprenante. Et je pense qu'il faut trouver une solution qui satisfasse l'idée que la formation de la police municipale doit être la même partout. Oui, c'est pour ça qu'on a créé des écoles, de façon à ce qu'il y ait le même niveau de formation partout, que pour nous, le nom, que ce soit centre de formation des policiers ou centre national de formation des policiers au sein du CNFPT, ce n'est pas un sujet. Bref, il faut trouver une sortie par le haut, mais il est clair qu'aujourd'hui, la totalité de ceux qui gèrent la police municipale et la totalité des organisations syndicales sont totalement opposés à cette idée, qui en plus coûterait beaucoup plus cher si elle était externalisée du CNFPT. Cela dit, si elle était externalisée, permettez-moi juste ce petit trait d'humour, elle était externalisée, ça reviendrait à nous rétablir le 1%, puisque nous économiserions près de 40 millions d'euros par an. À quelque chose, malheur serait bon, donc. Merci. L'humour. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de cette audition et du soin que vous avez apporté à répondre à nos collègues, y compris pour ceux qui ont dû s'absenter en raison des travaux de la séance. J'imagine qu'ils ont ce soin également de vérifier les réponses que vous leur avez apportées sur l'enregistrement vidéo. Merci. Si vous voulez, on peut vous envoyer tous les documents chiffrés que j'ai cités comme ça à la volée, mais avec des choses extrêmement précises. Voilà, on les partagera. Peut-être que vous pouvez les communiquer aux administrateurs, et puis on les partagera bien sûr avec l'ensemble des membres de la délégation. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur le Président, mesdames, messieurs.